Le jour de notre 18e anniversaire de mariage, un accident m'a brisé le bassin. Appelle une ambulance toi-même, a crûment lancé mon mari avant de partir avec sa maîtresse. Mais 3 jours plus tard, son visage est devenu d'une pâleur mortelle. Tu peux appeler une ambulance toi-même. J'ai entendu ces mots alors que le goût métallique du sang envahissait ma bouche. Allongé sur l'asphalte glacial du boulevard des Italiens, entouré des débris de verre de notre voiture accidentée, je fixais mon mari. À côté de lui se tenait une jeune femme tremblante. Vincent entourait tendrement ses épaules pour la protéger du vent mordant de cette nuit parisienne. Et puis, il a dit quelque chose de vraiment inimaginable, nous allons rentrer à la maison. Je ne pouvais que le fixer dans un silence stupéfait, incapable de prononcer le moindre mot. À ce moment-là, mon mari n'avait absolument aucune idée de ce qu'il venait de faire. Il ignorait que dans quelques jours à peine, il ressentirait le plus grand regret de toute son existence. Remontons le temps de quelques heures. Ce jour-là marquait notre 18e anniversaire de mariage. Comme d'habitude, c'est moi qui conduisais, naviguant dans la circulation dense du centre-ville en direction du gratte-ciel moderne de la Défense, où le siège social de Vincent occupait un étage supérieur. Il m'avait supplié de venir le chercher, affirmant qu'il avait réservé une table pour un dîner d'anniversaire. En entendant cela, je m'étais apprêtée un peu plus que d'ordinaire. J'avais appliqué un nouveau rouge à lèvres acheté sur les Champs-Élysées, ce que je faisais rarement, et j'avais enfilé ma robe préférée. 18 ans de vie commune, ce n'est pas un petit jalon. Lorsque Vincent a fondé son cabinet de conseil, nous étions complètement fauchés. Je me souviens des jours où nous partagions une simple part de pizza à 1 euro pour le déjeuner ou mangions sur le pouce dans la rue pour économiser le moindre centime, ces jours où nous survivions grâce au café bon marché des brasseries, travaillant côte à côte jusqu'à l'aube. Après avoir surmonté toutes ces épreuves, nous étions enfin arrivés au sommet. Naturellement, je m'attendais à ce que cette soirée soit spéciale. Pourtant, lorsque je me suis garée devant les portes-tambours en verre de son immeuble, mes modestes attentes ont été brutalement balayées. Vincent est sorti, mais il n'était pas seul. Serrée contre son flanc se tenait une jeune femme. C'était Chloé, la fille récemment recrutée comme assistante de direction. Elle avait une vingtaine d'années et portait une tenue voyante et ouvertement provocatrice. Mon estomac s'est noué. Sans une seconde d'hésitation, Vincent a ouvert la portière passager et a installé Chloé à l'avant de la voiture que moi, son épouse, je conduisais. J'en ai perdu la voix un instant. Vincent, qu'est-ce que ça signifie, ai-je fini par demander. J'emmène Chloé dîner avec nous, a-t-il répondu en s'installant à l'arrière, sans l'ombre d'un remords. Elle a beaucoup travaillé ces derniers temps. Mais ce soir, c'est notre anniversaire de mariage, ai-je protesté. Et alors ? Ne sois pas si rigide et vieux jeu, a ricané Vincent d'un ton méprisant. Depuis le siège passager, Chloé m'a jeté un regard en biais, plein de condescendance. Désolée de m'imposer, dit-elle d'un ton qui ne contenait pas une once de regret sincère. Au contraire, un sourire triomphant flottait sur ses lèvres. Je serrai le volant à en avoir les articulations blanches. Mes mains tremblaient de rage, mais faire une scène hystérique en pleine rue n'était pas la façon dont les adultes géraient les choses. J'ai pris une profonde inspiration et me suis inséré silencieusement dans la circulation. L'atmosphère à l'intérieur du véhicule était glaciale. Seul le faible murmure de la radio brisait le silence. À l'arrière, Vincent ne cessait de bavarder avec Chloé. Le restaurant de ce soir offre une vue incroyable sur tout Paris. C'est tout près du sommet de la Tour First, se vantait-il. Oh, waouh! Vraiment? Je suis tellement impatiente, gloussa-t-elle. J'ai réservé la table avec la meilleure vue rien que pour toi. Juste devant moi, sa femme, reléguée au rôle de chauffeur Uber. Ces deux-là se comportaient comme des adolescents en chaleur. L'odeur entêtante et trop sucrée de son parfum étouffait l'habitacle. J'ai senti quelque chose se briser sourdement dans ma poitrine. Pendant 18 ans, j'avais soutenu Vincent sans relâche. Sur le papier, je n'étais qu'une épouse au foyer, mais la réalité était tout autre. De la stratégie commerciale de l'entreprise à la gestion des finances, en passant par les relations avec nos clients les plus cruciaux, j'orchestrais tout dans l'ombre.
Vincent croyait sincèrement avoir bâti ce succès par son seul mérite. Mais si je n'avais pas maintenu la structure à flot, son entreprise aurait déposé le bilan depuis des années. Et malgré tout cela, il m'ignorait complètement, me traitant comme une simple employée de maison. Lorsque nous nous sommes arrêtés à un feu rouge près du parc Monceau, je n'ai plus pu me retenir. Vincent, ce n'est pas normal. Pourquoi doit-elle venir avec nous ce soir? Qu'est-ce qui n'est pas normal, a-t-il répliqué, le ton chargé d'irritation. Je t'ai dit que c'était une récompense pour son travail, a-t-il soudain hurlé. Sur le siège avant, Chloé a exagéré un sursaut, feignant la terreur. Monsieur Vincent, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. C'est ma faute. Tu n'as rien fait de mal, Chloé. C'est Sandrine. Elle a juste l'esprit incroyablement étroit. À ces mots, ma vue s'est troublée. Un esprit étroit. Moi, qui avais sacrifié ma vie entière pour protéger son entreprise, j'étais traité comme un fardeau simplement parce qu'il avait goûté au succès. J'ai ouvert la bouche pour répliquer. Et c'est précisément à ce moment-là que c'est arrivé. Un camion de livraison lourd, grillant un feu rouge à vive allure, a percuté violemment le côté conducteur de notre véhicule alors que nous traversions l'intersection. Un fracas assourdissant a déchiré l'air. J'ai senti mon corps perdre toute gravité tandis que le monde tournait violemment autour de moi. Le bruit du verre qui éclate, le grincement horrible du métal qui s'écrase, puis une obscurité totale et suffocante. Lorsque j'ai repris conscience, la voiture était retournée et complètement broyée. Une fumée blanche s'échappait du moteur. L'odeur acide de l'essence me brûlait les narines. J'ai poussé un faible gémissement. Une douleur fulgurante et sans précédent irradiait dans tout le bas de mon corps. Mon bassin me semblait en feu. Je ne sentais plus mes jambes. J'ai compris instantanément que mes blessures étaient extrêmement graves. En luttant, j'ai tourné la tête et j'ai aperçu deux silhouettes à l'extérieur de la carcasse écrasée. C'étaient Vincent et Chloé. Par miracle, le côté passager et l'arrière avaient subi beaucoup moins d'impact. Tous deux s'en étaient sortis avec de simples égratignures. Vincent éloignait Chloé des débris en lui tenant la main. Vincent, ai-je appelé, forçant un murmure rauque et à peine audible à franchir ma gorge. Il s'est retourné pour me regarder. Je pensais qu'il allait m'aider, j'en étais certaine. Après tout, c'était mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé 18 ans de ma vie. Mais il m'a toisé avec des yeux froids comme de la glace. C'est alors qu'il a prononcé cette phrase inimaginable, « Tu peux appeler une ambulance toi-même. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Vincent a passé son bras autour des épaules de Chloé et a ajouté, « Chloé est très traumatisée par l'accident. Nous allons rentrer. » Chloé a jeté un regard vers moi et a affiché un léger sourire moqueur, que Vincent ne pouvait pas voir sous cet angle, un visage empli d'un mépris absolu. Et sans un regard de plus, ils se sont éloignés dans les rues sombres, abandonnant une épouse grièvement blessée sur le lieu d'un grave accident. Une agonie physique et morale déchirait tout mon être. N'importe quelle personne normale aurait hurlé, pleuré et supplié son mari de revenir. Personne ne pourrait garder la raison après une telle trahison. Mais pour une raison inconnue, mon cœur s'est soudainement changé en glace. Je n'ai pas versé une seule larme. Au lieu de cela, les coins de mes lèvres se sont lentement étirés vers le haut. Je souriais. Malgré l'horreur de la situation, l'absurdité et l'ironie de tout cela étaient si profondes que je n'ai pu m'en empêcher. En redressant péniblement mon corps meurtri, j'ai glissé l'alliance en diamant de ma main gauche. Elle n'avait plus aucune valeur à mes yeux. J'ai jeté le métal taché de sang dans mon sac à main, qui s'était ouvert à proximité. Puis, de mes doigts tremblants et ensanglantés, j'ai sorti mon téléphone. Avant d'appeler le 112 pour demander des secours, j'ai passé un coup de fil unique à une personne très spécifique. Mon mari venait de jeter son atout le plus précieux. Bientôt, il ressentirait le poids écrasant de cette décision. C'était exactement là que ma véritable contre-attaque allait commencer. Un plafond d'un blanc immaculé, le bip rythmique d'un moniteur cardiaque résonnant dans une pièce silencieuse, l'odeur stérile et piquante des antiseptiques hospitaliers. Je me suis réveillée le lendemain matin dans un lit d'hôpital inconnu. Mon corps me semblait de plomb, incapable de bouger d'un pouce.
Le moindre effort pour changer de position déclenchait une douleur lancinante et insupportable dans mes hanches. Même respirer envoyait des ondes de choc à travers ma silhouette meurtrie. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était douloureusement sèche. Entendant mon faible râle, une jeune infirmière s'est précipitée. « Vous êtes réveillé. Laissez-moi appeler le médecin immédiatement. » Peu après, un chirurgien traumatologue d'âge mûr est entré dans la pièce. Son expression était sombre. Se tenant à mon chevet, il a parlé d'un ton calme et mesuré. « C'est un miracle que vous soyez en vie. Votre véhicule a été pratiquement pulvérisé par ce camion. Cependant, vos blessures sont graves. » Il a désigné une tablette affichant mes radiographies. « Vous souffrez de multiples fractures du bassin. Cela va nécessiter une chirurgie reconstructive complexe. Vous ne pourrez pas marcher seul avant un bon moment. Vous devez envisager au minimum 3 mois d'hospitalisation et de rééducation intensive. » Les mots du médecin étaient brutaux. 3 mois dans un lit d'hôpital et aucune garantie absolue de remarcher un jour de la même façon. N'importe qui se serait effondré en larmes, sombrant dans le désespoir et se demandant pourquoi cela lui arrivait. Mais j'étais étonnamment calme. Mon corps physique souffrait, mais mon esprit était étrangement serein. La douleur va être intense. Souhaitez-vous que j'ajuste votre perfusion pour augmenter la morphine, a demandé le médecin avec une réelle sollicitude. J'ai secoué légèrement la tête. Non, ça va. Je peux la gérer. Cette douleur physique n'était rien comparée à la trahison émotionnelle que j'avais déjà assimilée. Face à 18 ans jetés à la poubelle, ce n'était qu'une égratignure. Je comprends. Nous sommes là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Devant ma réponse d'une voix si assurée, le médecin et l'infirmière ont échangé un regard surpris. Ils s'attendaient probablement à ce que je sois hystérique. « Avez-vous pu joindre votre mari ?» a demandé timidement l'infirmière. Un mari qui, selon le rapport de police, était présent sur les lieux mais n'était pas monté dans l'ambulance avec sa femme. Pour quiconque, c'était une situation bizarre et dérangeante. Non, et je doute qu'il vienne me voir de sitôt. Il est extrêmement occupé par son travail, ai-je répondu d'un ton détaché. Un silence embarrassé s'est installé dans la pièce. L'infirmière m'a regardé avec une immense pitié. Un mari de glace abandonnant son épouse grièvement blessée. Elle devait penser que j'étais une femme pathétique et misérable. Mais elle se trompait. Il n'était pas occupé par son travail. Il refusait simplement que quoi que ce soit vienne interrompre son temps de qualité avec sa jeune maîtresse. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les stores, que la porte de ma chambre individuelle s'est ouverte. Ouais, je sais. Je serai bientôt de retour. Réserve cette table dans ce restaurant italien chic du 8e arrondissement. Je t'aime aussi, Chloé. Conversant joyeusement sur son téléphone, Vincent est entré dans la pièce. Il m'a jeté un regard froid et a raccroché. Puis, avec une expression de profond dégoût, il s'est pincé l'arête du nez. Pourquoi les hôpitaux sont-ils toujours si déprimants et malodorants ? Vincent portait un costume sur mesure impeccable. Ses cheveux étaient parfaitement gominés. À son poignet brillait la Rolex de luxe que je lui avais achetée des années plus tôt. Ce n'était certainement pas la tenue d'un homme se précipitant au chevet de sa femme traumatisée. Il exhalait l'odeur entêtante du parfum de Chloé. J'ai parlé au médecin. Il semble que tu ne vas pas mourir, a dit Vincent, en restant à bonne distance du lit. Il n'a fait aucun effort pour s'approcher ou me réconforter. Il dit que tu ne pourras pas marcher pendant des mois. Tu es vraiment pathétique. Être un boulet pour ma vie est-il la seule chose pour laquelle tu es doué ? Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de le fixer. Plus que de la colère, je ressentais une profonde et vide déception. Pendant 18 ans, j'avais usé mon âme pour soutenir cet homme. J'avais enduré les moments où il faisait passer son travail avant nos anniversaires. Durant les années de vache maigre, je me privais d'acheter mes propres vêtements et mon maquillage pour réinjecter chaque centime de capital dans sa start-up chancelante. Lorsque nous étions au bord de la faillite, c'est moi qui ravalais ma fierté, allais frapper aux portes et négocier les contrats pendant qu'il s'attribuait tout le mérite. Enfin, peu importe.
C'est l'occasion idéale. Vincent a souri cyniquement. De la poche intérieure de sa veste, il a sorti un document plié, des papiers de divorce, accompagnés d'un accord de partage des biens extrêmement biaisé. Il les a jetés sans ménagement sur ma poitrine. Le papier épais a atterri sur ma couverture dans un bruit sec. Signe-les avant de sortir de l'hôpital. Je veux que tu quittes la maison. Je te verserai une petite pension alimentaire pour t'éviter de te plaindre. Vincent affichait une expression d'une arrogance absolue. Les affaires du cabinet marchent mieux que jamais. La semaine prochaine, la Banque de l'Alliance approuve notre ligne de crédit commercial de 2,5 millions d'euros. C'est une somme inouïe pour une entreprise de notre taille. De plus, nous sommes sur le point de conclure un contrat de prestation massif avec notre plus grand client corporate. Le monde reconnaît enfin mon génie des affaires. Il a bombé le torse, gonflé d'orgueil. J'ai soupiré intérieurement. Cette ligne de crédit de 2,5 millions d'euros dont il se vantait, c'est moi qui avais passé des nuits blanches à concevoir le business plan irréprochable requis pour l'obtenir. C'est moi qui avais rigoureusement analysé les chiffres, atténué les profils de risque et secrètement négocié avec le vice-président des prêts commerciaux jusqu'à ce qu'il donne son accord. Tout ce que Vincent avait fait, c'était apposer sa signature tape à accent grave l'œil au bas du document. Pourtant, il croyait aveuglément avoir conquis le monde financier par lui-même. Un PDG a besoin d'une femme éblouissante à ses côtés. Chloé est jeune, dynamique, et elle me donne l'impression d'être important. Pas comme toi, une femme ennuyeuse et amère qui ne fait que me harceler. Sans toi, ma vie sera parfaite. Vincent le croyait de tout son être. Divorcer de l'épouse rabat-joie, garder la jeune et jolie maîtresse, et diriger un empire de plusieurs millions d'euros. Il pensait que l'univers s'alignait parfaitement pour lui. Bon, je m'en vais. Si je reste plus longtemps, mon costume va puer l'eau de Javel Clinique. Vincent a tourné les talons et est sorti de la chambre. Pas une seule fois il ne m'a demandé comment je me sentais. Le clic de la porte qui se refermait a résonné, replongeant la pièce dans le silence. J'ai regardé les papiers de divorce sur ma couverture. Sa signature était déjà ancrée sur la ligne pointillée. Une fois qu'il a été parti, j'ai lentement attrapé mon téléphone sur la table de chevet. J'ai manipulé l'écran avec mes doigts endoloris. Vincent faisait une erreur de calcul catastrophique. Si la banque avait promis de nous prêter de l'argent, et si de grandes entreprises étaient sur le point de signer des contrats majeurs, cela n'avait rien à voir avec le charisme ou le génie de Vincent. C'était parce que j'avais construit l'infrastructure au millimètre près dans l'ombre. C'était parce que j'avais forgé des relations de confiance en béton sur près de 2 décennies. Le milieu des affaires parisien ne faisait pas confiance au cabinet de Vincent. Il faisait confiance au cabinet que Sandrine gérait en coulisses. La veille, en attendant les ambulanciers, j'avais passé un coup de fil. C'était à mon homme de confiance, mon collaborateur le plus fidèle au sein de l'entreprise depuis des années. Je lui avais donné la directive de préparer le terrain. À présent, je n'avais plus qu'à rédiger un seul courriel. Les destinataires étaient tous les directeurs de projet. J'ai également écrit en secret au vice-président principal des prêts commerciaux de la Banque de l'Alliance et au directeur des achats de nos principaux comptes clients. J'ai programmé l'envoi pour que le message arrive simultanément dans toutes leurs boîtes de réception. Le message consistait en une seule phrase: je me retire de tous les projets et opérations avec effet immédiat. Pas d'explication, pas d'excuse. Une frappe chirurgicale pour les informer que je coupais tous mes liens avec le cabinet. Mon doigt n'a pas tremblé une milliseconde lorsque j'ai appuyé sur envoyer. Une notification de confirmation est apparue à l'écran. J'ai posé le téléphone et fermé les yeux. Étrangement, ma douleur physique a semblé s'atténuer. À cet instant, Vincent était probablement en train de trinquer avec Chloé dans un restaurant italien hors de prix du 8e arrondissement, célébrant leur victoire, persuadé qu'en se débarrassant d'une épouse inutile, un avenir doré les attendait. Mais le pilier fondateur du château de sable qu'il pensait avoir érigé, je venais de le retirer violemment. Dans quelques jours, il saurait ce que signifiait vivre un véritable enfer. Il apprendrait jusqu'à la moelle de ses os quel imbécile il avait été et à qui appartenait le sang et la sueur qu'il avait maintenu en vie toutes ces années. Le lendemain matin,
J'écoutais la pluie froide fouetter la fenêtre de ma chambre d'hôpital. Mon corps me semblait encore plus lourd que la veille. Les effets résiduels de l'anesthésie d'urgence s'étaient estompés, laissant place à la douleur brute. Le simple fait d'essayer de déplacer mon poids me faisait chercher mon souffle. L'infirmière m'a apporté mon petit déjeuner, mais je pouvais à peine avaler une bouchée. Mon esprit, en revanche, était limpide. À 10 heures précises, mon téléphone a vibré. L'écran affichait le nom de Damien. Damien était mon ombre au sein du cabinet. Je l'avais formé depuis son premier jour. Officiellement, il était le vice-président des opérations de Vincent, mais en réalité, il ne répondait qu'à moi. « Sandrine, comment tu tiens le coup ?» s'enquit la voix anxieuse de Damien. « Eh bien, je respire encore. » J'étais terrifiée. « Vincent a dit au personnel que tu avais eu un léger accrochage. » Bien sûr, Vincent avait minimisé mes blessures critiques auprès du bureau. Se présenter au travail en se prenant pour une rockstar alors que sa femme est en soins intensifs exige un tissu de mensonges. Le Vincent d'il y a 10 ans aurait été fou d'inquiétude, me faisant passer avant n'importe quel conseil d'administration. Un souvenir s'est invité de force dans mon esprit, au début de notre mariage, j'avais attrapé une grave grippe. Vincent en avait presque les larmes aux yeux. « Que ferais-je si je te perdais ?» avait-il murmuré. Mais à mesure que l'argent coulait à flot, il s'était enivré d'orgueil et de pouvoir, se transformant en un être totalement différent. Les costumes sur mesure qu'il portait étaient achetés avec les économies que je gérais. Les applaudissements qu'il recevait lors des galas du secteur étaient pour les rapports trimestriels que je passais mes nuits à rédiger jusqu'à 3 heures du matin. L'accumulation de mes sacrifices silencieux m'avait simplement transformé en un outil bien pratique pour lui. « Damien, as-tu vérifié le mail que j'ai envoyé hier ? » « Oui, c'est précisément pour cela que je t'appelle. » La voix de Damien trahissait une légère pointe d'adrénaline. Le bureau est dans un état de chaos absolu en ce moment. La situation qu'il décrivait était exactement ce que j'avais orchestré. Les chefs de projet qui avaient lu mon message tôt ce matin avaient commencé à inonder le standard du cabinet tous en même temps. Et que fait Vincent ? Il s'est enfermé dans son bureau de direction avec Chloé, refusant de prendre les appels. J'ai soupiré doucement. Vincent n'avait pas encore saisi la gravité de la crise parce qu'il n'avait jamais géré ses comptes directement. Il s'imaginait que ses subordonnés pouvaient simplement faire barrage et que cela finirait par passer. « Sandrine, est-ce que tu débranches vraiment tout ?» a demandé Damien, désireux d'obtenir une confirmation définitive. « Oui, je n'ai plus aucune raison de continuer à soutenir cet homme. » Compris. Reçu 5 sur 5. Je suivrai tes directives à la lettre, Sandrine. Damien a raccroché après m'avoir adressé des paroles de soutien chaleureuses. Tant qu'il était à l'intérieur, des informations précises concernant l'effondrement du cabinet parviendraient directement à mon chevet. Vers midi, la pluie s'est intensifiée. Endurant la douleur lancinante, je fixais le plafond. Soudain, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Vincent. Et, qu'est-ce que ça veut dire, ce bordel, a-t-il hurlé dès que j'ai décroché. De quoi parles-tu ? Ne joue pas les imbéciles avec moi. Les clients que tu gérais n'arrêtent pas d'appeler le bureau. En arrière-plan, j'entendais la voix géniarde de Chloé. Vincent, c'est tellement bruyant là dehors. Je ne peux même pas me concentrer sur mes ongles. À sa plainte ridicule, Vincent a répondu avec une douceur écœurante, « Attends un instant, bébé. Je vais les faire taire tout de suite. » Puis il a repris de plus belle à mon attention, « Puisque tu es en congé maladie, les clients s'affolent. Je t'avais dit de faire une transition correcte de tes petites tâches administratives avant de prendre tes congés. » J'étais sincèrement stupéfaite par un tel niveau d'audace. À son épouse, qui venait d'être percutée par un camion et avait le bassin fracturé, il réclamait un transfert formel de tâches avant ses congés. « Si je ne suis pas là, gère-les toi-même. Tu es le PDG, n'est-ce pas ? Ce sont des comptes que tu as décrochés grâce à ton génie. Je n'ai pas le temps pour tes futilités administratives. Je suis débordé par la préparation de la signature du contrat massif avec Apex Global la semaine prochaine, a hurlé Vincent. Vincent se trompait lourdement. Les personnes qui appelaient n'étaient pas insignifiantes.
C'étaient les fournisseurs de premier niveau et les maillons essentiels de la chaîne logistique qui soutenaient la structure de l'entreprise. Les contrariés provoqueraient l'effondrement du château de cartes en quelques jours. Appelle-les tous immédiatement pour t'excuser. Tu peux bien passer quelques coups de fil depuis ton lit d'hôpital. Cesse de créer des problèmes à mon entreprise sans me laisser le temps de réagir. Vincent a raccroché brutalement. Dans sa réalité déformée, toute la faute reposait sur moi. La crise survenait uniquement parce que je manquais à mon devoir. J'ai calmement posé le téléphone sur la table de chevet. Je n'avais absolument pas l'intention de passer le moindre appel d'excuse. En fait, ce n'était que l'entrée. En fin d'après-midi, après une dose d'analgésique, je fermais les yeux pour faire une sieste lorsqu'un message de Damien a retenti. Ce que j'ai lu était presque trop beau pour être vrai. Vincent vient de hurler sur le représentant de notre plus ancien fournisseur, puis a passé le téléphone à Chloé pour qu'elle s'occupe de ce paysan. Mes yeux se sont écarquillés. Comment pouvait-il être aussi catastrophiquement stupide ? Chloé ne connaissait absolument rien à la logistique d'entreprise. Elle n'était qu'une fille payée pour flatter son ego, et il l'avait mise en ligne avec l'un de leurs clients historiques les plus cruciaux. Le client s'est senti tellement insulté qu'il a menacé de résilier immédiatement tous les contrats en cours. J'ai contemplé la fenêtre sombre. Le premier domino venait de tomber. À partir de cet instant, la gravité se chargerait du reste. Mais Vincent ne comprenait toujours pas. Il pensait probablement que perdre un fournisseur n'avait pas d'importance puisqu'il avait le contrat géant d'Apex Global la semaine suivante. Il devait rire avec Chloé, arrogant et aveugle. Ce qu'il ignorait, c'est que le PDG d'Apex Global, la poule aux œufs d'or de la semaine prochaine, était comme un frère pour le fournisseur qu'il venait d'insulter verbalement aujourd'hui. Vincent n'avait aucune idée de la vitesse à laquelle les informations circulaient parmi les acteurs d'élite que j'avais côtoyés. Demain, une notification juridique officielle atterrirait sur le bureau en acajou de Vincent. J'avais hâte de voir sa mine déconfite lorsqu'il réaliserait que le sol s'était déjà dérobé sous ses pieds. L'horloge de la chambre d'hôpital égrenait les secondes sans relâche. Ma contre-attaque passait à la phase 2. Le lendemain matin, le petit déjeuner de l'hôpital avait le goût de carton. Mon corps était toujours confiné au lit. À 10h tapantes, comme prévu, Damien m'a appelé. Sandrine, un courrier officiel est arrivé tôt ce matin par coursier. Il émane de notre plus gros client. Le contrat géant dont Vincent se vantait pour la semaine prochaine, celui qui était critique pour notre expansion au 3e trimestre. C'est d'Apex Global. Il se retire. Vraiment ? Oui. Le seul motif invoqué sur le document juridique est une perte de confiance critique. C'était l'issue logique. Le client historique que Vincent avait insulté la veille jouait au golf tous les dimanches avec Henri de Castel, le PDG d'Apex Global. C'étaient des relations privilégiées que j'avais mis 10 ans à cultiver avec soin. Vincent avait tranché ses liens de ses propres mains. À 13h, la porte de ma chambre d'hôpital a été ouverte avec une force telle que j'ai cru que les gonds allaient céder. Vincent se tenait là, le visage violet de rage. Caché à moitié derrière lui se trouvait Chloé. Même si elle jouait les timides, ses yeux me lançaient des regards noirs. Vincent s'est précipité vers le lit, m'a pointé un doigt tremblant au visage et a hurlé « Qu'est-ce que tu as raconté dans mon dos ? De quoi parles-tu ? Arrête de jouer les innocentes. Le contrat avec Apex pour la semaine prochaine vient d'être annulé. As-tu seulement idée de ce qui va arriver à mon cabinet si nous perdons un projet de cette envergure ? » Vincent n'avait pas fait le lien entre son propre emportement envers l'autre fournisseur et cette annulation. Il croyait sincèrement que j'orchestrais une campagne de diffamation depuis mon lit d'hôpital. Je n'ai rien fait. Je suis littéralement clouée au lit. Menteuse. C'est exactement le genre de sabotage mesquin et jaloux dont tu es capable. Les mots de Vincent étaient cinglants. Non pas à cause des cris, mais à cause de la facilité déconcertante avec laquelle il effaçait 18 ans de loyauté. Enfin, peu importe. Tu as toujours été comme ça. Tu ne supportes pas de me voir réussir. Tu n'es qu'une femme au foyer qui joue à la femme d'affaires, un parasite qui n'a rien fait d'autre que profiter de mon génie. Profiter de lui. Quand l'entreprise est née, nous n'avions aucun capital.
Nous partagions des menus à prix dérisoire. Je me privais de vêtements pour que chaque centime finance ses serveurs. Je l'avais fait parce que Vincent m'avait promis, en me regardant dans les yeux, qu'il me rendrait heureuse un jour. J'avais misé ma vie sur cette promesse. Et maintenant, au sommet, il me traitait de parasite. Monsieur Vincent, si vous vous mettez dans un état pareil, votre tension va grimper, a roucoulé Chloé, agrippée à son biceps et lui caressant la poitrine. Puis elle m'a toisé avec un sourire venimeux. Écoutez, madame, pourquoi ne pas abandonner? S'accrocher à un PDG qui ne veut plus de vous est tellement pathétique. Désormais, c'est une femme jeune et talentueuse comme moi qui va le soutenir. Talentueuse? Une fille incapable de transférer correctement un appel téléphonique prétendait vouloir gérer l'infrastructure d'un cabinet de conseil multimillionnaire. Ma colère s'est muée en une pure pitié. Vincent a sorti un document de sa veste, le même accord de divorce que l'autre jour. Tiens. Signe-le immédiatement. Je veux couper les ponts avec un fardeau comme toi aussi vite que la loi le permet. Reste en dehors de mon avenir doré. J'ai planté mon regard dans celui de Vincent. Es-tu absolument sûr de toi? Évidemment. C'est la meilleure décision commerciale de ma vie. Tu ne le regretteras pas? Impossible. Je vais enfin pouvoir respirer. J'ai saisi le stylo sur mon plateau. D'une main encore douloureuse, j'ai signé lentement et délibérément mon nom sur le décret de divorce. Satisfait, Vincent m'a arraché les papiers des mains. Vérifiant la signature, un sourire large et arrogant a fendu son visage. Enfin libre. Allons-y, Chloé. Oui, monsieur Vincent. Nous allons pouvoir commencer à regarder les bagues. Tous deux sont sortis de la chambre d'hôpital en se tenant la main, comme s'ils venaient de décrocher le gros lot. Ils croyaient sincèrement m'avoir jeté aux ordures comme un bagage périmé. Mais Vincent ignorait un détail juridique fondamental. Ma signature sur ce document venait de désintégrer le dernier bouclier protégeant son entreprise. Sous l'égide juridique de notre mariage et de ma structuration d'entreprise, j'absorbais et atténuais la quasi-totalité de la responsabilité et des risques du cabinet dans l'ombre. À la seconde où ce divorce était initié, ses lourdes obligations lui incombaient entièrement. Et il y avait autre chose. La ligne de crédit massif de 2,5 millions d'euros que la Banque de l'Alliance s'apprêtait à débloquer la semaine prochaine. J'avais mis mes économies personnelles et la propriété de ma famille au bord du lac d'Annecy en garantie. La banque n'avait approuvé ce prêt que parce que j'en étais la garante principale. En cas de divorce, ce statut de garante s'évaporait légalement. Demain, dès que ses avocats déposeraient le décret de divorce, la banque gèlerait le prêt. L'entreprise se retrouverait privée de liquidité et sombrerait dans l'insolvabilité en quelques heures. Il était 15 heures. J'ai envoyé un autre message à Damien, tout est en place. Lance le protocole final. Le compte à rebours du sourire narquois de Vincent venait de commencer. Je vais devoir vous demander de libérer cette chambre individuelle immédiatement. Une voix impersonnelle a résonné dans la pièce. C'était le lendemain du jour où Vincent avait déposé les papiers de divorce. Je ne pouvais toujours pas m'asseoir sans aide. La porte s'est ouverte et un inconnu en costume élégant est entré, suivi d'un administrateur d'hôpital qui semblait extrêmement stressé. L'administrateur s'est incliné en s'excusant. Madame, je suis sincèrement désolé. Le bureau de votre mari nous a contactés. Il vous a officiellement retiré de sa mutuelle d'entreprise haut de gamme. De ce fait, nous ne pouvons plus couvrir cette suite privée. Nous devons procéder à votre transfert vers un service public standard pris en charge par l'aide médicale d'État. De plus, il a résilié toutes les cartes bancaires liées à vos comptes joints. Vincent tentait de m'asphyxier financièrement. Il voulait me dépouiller de tout confort, m'abandonner dans un service bruyant et sous-financé, immobilisé, sans un centime pour m'offrir les services d'un kinésithérapeute privé ou d'un avocat de la défense. Une fois l'administrateur sorti en hâte, l'homme en costume a fait un pas en avant. Il m'a regardé avec des yeux de prédateur. Je suis l'avocat principal représentant le PDG Vincent. Il a croisé les bras, sans même daigner me présenter sa carte de visite. Je vais aller droit au but.
Vous avez joué un jeu très sale, motivé par une jalousie amère face à la réussite de mon client. Vous avez activement saboté des contrats d'affaires vitaux. En raison de votre ingérence malveillante, le cabinet a subi des pertes financières catastrophiques. De toute évidence, Vincent avait tissé un réseau de mensonges pour rejeter ses propres échecs sur moi. Il avait hurlé sur le client, mais il avait raconté à son avocat que j'avais passé des appels diffamatoires depuis mon lit d'hôpital. L'avocat a sorti une liasse de documents juridiques de sa mallette et les a jetés sur ma table. Il s'agit d'une plainte pour préjudice de 1 million d'euros pour les dommages que vous avez infligés, y compris la perte du contrat Apex Global. 1 million d'euros, une somme conçue pour ruiner une personne normale à vie. Et voici une reconnaissance de responsabilité. L'avocat a glissé une autre feuille devant moi. Vous allez signer une déclaration admettant des actes d'espionnage industriel, de fraude et de tentative de faillite du cabinet, tout en renonçant bien sûr à tous vos droits sur les biens communs, les parts de l'entreprise ou la pension alimentaire. Signez cela immédiatement. J'ai regardé le papier depuis ma position douloureuse. Moi, qui avais consacré 18 ans de ma vie à bâtir cette entreprise à partir de rien, on m'ordonnait de confesser que j'étais une criminelle cherchant à la détruire. Si vous refusez de signer cet accord, mon client engagera des poursuites pénales pour sabotage d'entreprise et manquement à vos obligations fiduciaires, a menacé froidement l'avocat. Vos comptes bancaires étant gelés, vous n'avez pas le premier centime pour engager un avocat. Les procédures judiciaires peuvent s'étirer sur des années. Les frais de justice vous laisseront sans ressources avant même que vous n'ayez réappris à marcher. Les mots de l'avocat se voulaient le coup de grâce. Il ne suffisait pas à Vincent de me rejeter, il voulait s'assurer que je sois enterré si profondément que je ne puisse jamais refaire surface. Si vous signez et assumez tranquillement la responsabilité, mon client est prêt à se montrer généreux et à vous offrir une petite allocation mensuelle pour vous éviter de vous retrouver à la rue. C'est bien plus que ce qu'une femme comme vous mérite, a ricané l'avocat en me tendant un stylo Mont Blanc argenté. J'avais l'air prise au piège, un corps brisé, une couverture santé résiliée, des actifs gelés et un procès d'1 million d'euros. N'importe qui aurait saisi le stylo en pleurant de défaite. L'avocat s'attendait pleinement à ce que je cède. Pourtant, je n'ai pas pris le stylo. Au lieu de cela, j'ai lentement levé les yeux pour croiser son regard. Est-il venu à l'esprit de votre client qu'il mentait hontément, ai-je dit, d'une voix étrangement calme. L'avocat a froncé légèrement les sourcils. Où est la preuve que vous n'avez pas saboté les clients? Je peux exiger la production de courriels et fabriquer le récit dont j'ai besoin, a-t-il répondu avec une arrogance stupéfiante. Le PDG est le visage légal de l'entreprise. En rassemblant les témoignages d'employés fidèles, nous prouverons que vous complotiez dans l'ombre. Nous préparons également un audit qui démontrera que vous avez détourné des fonds de l'entreprise. Ils étaient prêts à fabriquer des preuves pour me détruire. L'ennemi ne manquait pas d'audace, il jouait une politique de la terre brûlée. Je reviendrai demain matin, a dit froidement l'avocat en consultant sa Rolex. Trouvez une réponse intelligente d'ici là. Si votre signature n'est pas sur ce papier, nous déposons la plainte et vous vous retrouverez à la rue. Il a tourné les talons et est parti. Le clic de la porte a résonné dans la pièce silencieuse. Dehors, de sombres nuages d'orage s'amoncelaient sur la skyline de Paris. La douleur dans mon bassin s'est réveillée, comme pour se moquer de mon isolement. Vincent était probablement en train de siroter un verre de cognac avec Chloé, pensant avoir mis son ex-femme échec et mat. Mais je ne ressentais aucun désespoir, je ne pleurais pas. Entre mes mains, je tenais toujours mon téléphone. L'abonnement était enregistré sous une société écran distincte que je possédais, payé depuis un compte à l'étranger dont Vincent ignorait jusqu'à l'existence. C'était la seule arme qu'il ne pourrait jamais me retirer. Ignorant la douleur, j'ai tapoté l'écran. Un message de Damien m'attendait, Sandrine, le piège est tendu. Le vice-président des prêts de la banque a lancé l'action. En lisant ces mots, un véritable sourire est apparu sur mon visage. Vincent pensait que je n'étais qu'une simple femme au foyer. Son avocat me sous-estimait, me voyant comme une victime impuissante. Mais tous deux ignoraient la réalité la plus terrifiante. Pendant 18 ans, je n'étais pas restée sagement à la maison à préparer des gâteaux.
Il n'avait aucune idée de la précision méticuleuse et obsessionnelle avec laquelle j'avais suivi chacun des mouvements de Vincent, les véritables registres financiers de l'entreprise et les accords secrets passés avec les fournisseurs. J'ai ouvert un dossier crypté sur mon téléphone. Il contenait des gigaoctets de données, des preuves photographiques des détournements de fonds opérés par Vincent pour financer sa liaison avec Chloé, les contrats authentiques que j'avais négociés en secret et le bilan de santé financière réel, d'une fragilité effrayante, de son entreprise. Demain, lorsque cet avocat arrogant reviendrait dans cette chambre, il recevrait une violente leçon de réalité. Il réaliserait qu'en tentant de me coincer, il s'était jeté aveuglément dans un piège à loup sans issue. Ma contre-attaque était sur le point d'atteindre sa vitesse maximale. Le lendemain matin, à l'heure convenue, la porte s'est ouverte et le même avocat d'affaires est entré. Il s'est avancé vers le lit, faisant claquer ses chaussures coûteuses, me toisant avec un sourire narquois à peine dissimulé. Il pensait sans doute que j'avais passé la nuit à trembler, prête à implorer sa clémence. « Bonjour. Avez-vous bien dormi sur ce matelas rigide avec toute cette douleur ?» Il a ouvert sa mallette en cuir et a sorti les mêmes documents, la confession de responsabilité d'1 million d'euros et la renonciation totale à mes actifs. Il les a posés sur ma table, a cliqué sur son stylo luxueux et l'a déposé. Signé ici. Si vous coopérez, vous pourrez au moins rester dans cet hôpital. Vous devriez vous agenouiller et remercier le PDG pour sa clémence infinie. Il a consulté sa montre. Il pensait que me briser ne prendrait pas plus de 5 minutes. J'ai légèrement déplacé mon corps endolori et les regardé droit dans les yeux. Je ne signerai rien. Ces documents n'ont aucune valeur juridique. Mon ton calme et détaché a immédiatement effacé son sourire narquois. Sans valeur ? Je crois que vous ne saisissez pas votre situation. Vous êtes handicapé, ruiné et abandonné. Vous n'avez aucun moyen de pression. À moins que vous n'ayez un compte secret pour financer un procès fédéral, a-t-il ricané. Nous avons des preuves concrètes que vous avez causé un préjudice financier au cabinet et saboté le contrat avec Apex Global. Les seules preuves réelles sont ici. J'ai pris mon téléphone. D'un geste assuré, j'ai affiché un document PDF et j'ai présenté l'écran devant ses yeux. Lisez ceci d'abord. L'avocat a froncé les sourcils et s'est penché. Soudain, ses yeux se sont fixés sur un paragraphe spécifique et il s'est figé. C'était le projet de l'accord de prêt commercial de 2,5 millions d'euros de la Banque de l'Alliance prévu pour la semaine suivante. Tout en bas, dans la section des clauses restrictives spéciales, on pouvait lire clairement « L'approbation de cette facilité de crédit est strictement subordonnée à la garantie personnelle conjointe et solidaire de l'épouse, Sandrine, et au nantissement des actifs immobiliers situés au lac d'Annecy, actuellement enregistré à son nom. Si la garante venait à retirer son soutien, cette facilité de crédit sera immédiatement révoquée et déclarée nulle. » Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La voix de l'avocat a légèrement déraillé. Vincent avait fait croire à son avocat que la banque lui prêtait de l'argent en raison de son génie visionnaire. Mais la réalité était tout autre. Sans mes actifs personnels et la crédibilité sans tache que j'avais mis une décennie à bâtir auprès du secteur bancaire, la Banque de l'Alliance n'aurait pas prêté 10 € à Vincent. La banque savait exactement à quel point les compétences en affaires de Vincent étaient précaires. J'ai fait glisser l'écran pour afficher l'image suivante. Et voici les comptes officieux que Vincent dissimulait. C'était la comptabilité interne réelle de l'entreprise, que j'avais secrètement tenue, bien différente des chiffres embellis présentés à leur expert comptable. C'était un relevé détaillé et incontestable de chaque euro que Vincent avait détourné illégalement. Regardez ici, le 24 décembre de l'année dernière. Une dépense de 800 € à la boutique Quartier de la rue de la Paix, enregistrée comme frais de représentation pour un client, mais le bracelet en diamant était destiné à Chloé. La même nuit, 200 € pour une suite de luxe au Palace Ritz. J'ai balayé l'écran à nouveau. En mars, pour l'anniversaire de Chloé, un virement de 40 000 € à un concessionnaire pour un Range Rover, passé en perte comme un véhicule de société. Oh, et les 4 500 € par mois pour la location du Penthouse dans le Triangle d'Or où il l'a installé, payé directement depuis le compte de fonctionnement de l'entreprise. Les yeux de l'avocat semblaient prêts à sortir de leurs orbites.
Vincent avait vidé le capital de fonctionnement de l'entreprise pour financer son train de vie illicite. Et pour combler les gouffres qu'il créait, c'est moi qui jonglais avec les finances, suppliais les fournisseurs d'accorder des délais de paiement à 90 jours et négociais avec la banque pour maintenir le navire à flot. Vincent ignorait même que son cabinet oscillait au bord de la faillite depuis 2 ans. Le visage de l'avocat s'est vidé de son sang. En tant que professionnel du droit, il a compris instantanément ce que cela signifiait. Me poursuivre pour 1 million d'euros était le cadet de ses soucis. Vincent s'était rendu coupable de fraude commerciale caractérisée, de détournement de fonds et d'évasion fiscale. Et tout avocat tentant de couvrir ses agissements et de m'extorquer de l'argent par le biais de fausses poursuites s'exposait à une radiation du barreau et à des poursuites pénales. C'est un faux. Ce sont des documents fabriqués de toutes pièces pour nuire au PDG, a bafouillé l'avocat, refusant désespérément d'admettre qu'il avait été mené en bateau par son propre client. Vrai ou faux, il suffira d'une assignation pour obtenir ces relevés de carte bancaire. Ou vous pourriez simplement interroger le directeur de l'agence de la Banque de l'Alliance. J'ai déjeuné avec lui une 12aine de fois. J'ai porté le coup de grâce. La banque a été officiellement informée hier que des procédures de divorce ont été engagées. Naturellement, ma garantie personnelle et mes garanties ont été formellement retirées. À l'heure qu'il est, Vincent a déjà dû recevoir l'appel. À la seconde même où j'ai terminé ma phrase, le téléphone portable de l'avocat s'est mis à vibrer violemment dans sa veste sur mesure. L'homme a sursauté et a sorti l'appareil. L'écran affichait « PDG Vincent ». Il m'a jeté un regard terrifié avant de décrocher. « Oui, monsieur Vincent. Je suis actuellement avec votre femme et... » Il n'a pas pu finir. À travers l'écouteur, les hurlements hystériques et paniqués de Vincent ont retenti dans la chambre d'hôpital silencieuse. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ? La banque vient d'appeler. Non seulement ils annulent la ligne de crédit de 2,5 millions d'euros de la semaine prochaine, mais le responsable des prêts s'est déplacé en personne à mon bureau. Ils exigent le remboursement immédiat de tous nos emprunts en cours. Ils demandent le remboursement intégral en espèces. » La voix aiguë et désespérée de Vincent perçait le silence. « Fais signer cette folle immédiatement. Extorque-lui ce million d'euros par tous les moyens. Si tu ne le fais pas, l'entreprise dépose le bilan d'ici la fin du mois. » L'avocat est resté paralysé, le téléphone collé à l'oreille. Vincent venait de confirmer verbalement tout ce que je lui avais montré, et la situation était pire que prévu. Non seulement on leur refusait de nouveaux fonds, mais la banque exigeait le remboursement de leurs dettes actuelles. Sans moi pour faire office de bouclier, le cabinet n'avait plus aucune crédibilité. L'entreprise va déposer le bilan. Ces mots confirmaient que le secret était éventé. Monsieur Vincent, s'il vous plaît, calmez-vous. La situation avec votre femme est, a tenté de bafouiller l'avocat. Ferme ta gueule. Je vais aller supplier les clients. Débrouille-toi pour lui extorquer cet argent coûte que coûte. L'appel a pris fin brusquement. Une tonalité de fin de ligne a résonné depuis la main de l'avocat. Je l'ai regardé avec une sérénité absolue. Vous avez entendu ? Celui qui a désespérément besoin d'1 million d'euros en ce moment, ce n'est pas moi. S'il n'obtient pas ses fonds, les salaires ne seront pas versés la semaine prochaine. Voilà la réalité de l'empire de son génie. L'avocat a saisi sa fausse plainte, a récupéré son stylo coûteux et s'est enfui de la chambre d'hôpital sans prononcer un mot. La porte a claqué, laissant la pièce dans un silence paisible. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Damien. Sandrine, le vice-président de la banque vient de quitter l'immeuble. Vincent est littéralement prostré sur le sol de son bureau, pâle comme un linge. Chloé ne comprend pas ce qui se passe et tourne en rond en se plaignant de l'ambiance. La voix de Damien était remarquablement posée. Oui, mais ce n'est que la première étape. À partir de maintenant, Vincent va courir partout comme un rat dans un labyrinthe, cherchant désespérément à lever des fonds. Mais toutes les portes vont lui claquer au nez parce que j'ai déjà transmis les véritables bilans financiers à tous nos fournisseurs. Ils vont voir l'entreprise sans mon filtre protecteur. Ils verront enfin l'incompétence et l'arrogance de Vincent. Personne ne lui tendra de perche.
Compris. Damien, tiens-moi au courant de ses moindres faits et gestes. Et surveille Chloé de près. Dès qu'elle réalisera que l'argent ne coule plus, elle arrêtera de jouer la comédie. Entendu. Je documente tout. J'ai raccroché et j'ai posé ma tête sur l'oreiller. La douleur physique était toujours présente, mais mon cœur était plus léger que l'air. Pendant 18 ans, je l'avais aimé et protégé, je lui avais donné toute ma jeunesse. Ma récompense avait été l'infidélité, la trahison et le souvenir d'avoir été laissée pour morte sur l'asphalte gelé. Si, après l'accident, il s'était simplement retourné, m'avait tenu la main et m'avait demandé si j'allais bien, peut-être n'aurais-je jamais songé à me venger. Mais il m'avait abandonné, choisissant une assistante d'une vingtaine d'années plutôt qu'une épouse oscillant entre la vie et la mort. Alors, je me débarrassais de lui à mon tour. Mais pas en silence. J'allais méthodiquement lui arracher tout ce à quoi il tenait avant de le mettre dehors. Demain, la bombe au bureau allait exploser. Le client historique que Vincent avait insulté s'apprêtait à lancer une offensive juridique d'envergure. Vincent allait assister aux premières loges à l'effondrement total de son univers. Le lendemain après-midi, la lumière du soleil qui filtrait à travers ma fenêtre semblait un peu plus chaleureuse. Mon téléphone a vibré, un nouveau message de Damien, Sandrine, un coursier vient de déposer une mise en demeure et un avis de résiliation de notre plus ancien client historique, celui que Vincent a insulté. Ils annulent tous les contrats immédiatement et exigent le règlement immédiat de toutes les factures impayées. Le préjudice total s'élève à environ 400 000 €. Comment réagit Vincent ? Ai-je répondu. Il s'est enfermé dans son bureau, il hurle et s'arrache les cheveux. Il appelle frénétiquement d'autres cabinets pour supplier qu'on lui accorde des prêts de secours, mais personne ne décroche. C'était logique. Dans le monde des affaires, l'odeur de la faillite se propage rapidement. Une entreprise dont les lignes de crédit sont gelées et dont le PDG insulte verbalement les clients historiques devient radioactive. Personne n'y toucherait. De plus, les fissures dans sa relation avec Chloé s'élargissaient. Plus tôt, Chloé lui criait dessus, lui demandant s'ils allaient toujours à Saint-Barth pour le week-end, a écrit Damien. Je n'ai pu m'empêcher de rire, s'inquiéter de vacances aux Caraïbes alors que le cabinet risquait la liquidation judiciaire. C'était là tout le calibre de la femme que Vincent avait choisie. Un Vincent privé de sa carte Platinum ne servait plus à rien à Chloé. Merci, Damien. Continue de surveiller la situation. À peine avais-je verrouillé mon écran que le téléphone a sonné. L'écran affichait « Vincent ». Je l'ai laissé sonner quelques instants, le laissant transpirer, avant de décrocher lentement. « Sandrine, Sandrine, c'est moi. » La voix de Vincent était incroyablement chevrotante. L'arrogance qu'il affichait quelques jours plus tôt avait totalement disparu. Il ressemblait à un enfant perdu et paniqué. « Qu'y a-t-il ? Ton avocat a déjà pris la fuite. Oublie cet imbécile. Sandrine, écoute-moi. » Vincent a marqué une pause, puis a prononcé une phrase si délirante que j'ai failli éclater de rire. « Est-ce que tu pourrais ? Est-ce que tu pourrais venir au bureau tout de suite ? » Je n'en croyais pas mes oreilles. Il demandait à sa femme clouée sur un lit d'hôpital, avec des vis métalliques maintenant son bassin en place, de se déplacer jusqu'à la Défense. Pourquoi aurais-je besoin de venir au bureau ? Si tu es là, le directeur de la banque nous écoutera, et le directeur de ce fournisseur historique aussi. Il nous pardonnerait si tu lui présentais des excuses. Fais quelque chose, je t'en supplie, s'il te plaît. Il était complètement déséquilibré. Il venait de me jeter des papiers de divorce au visage et d'essayer de m'extorquer 1 million d'euros, et il ne se souvenait de mon existence que lorsqu'il se retrouvait au pied du mur. Vincent, as-tu oublié que nous divorçons ? Légalement, je suis une étrangère pour toi. Je n'ai plus aucune obligation fiduciaire envers ton cabinet. Entendant mon ton glacial, Vincent s'est empressé de répliquer, je n'ai pas encore déposé les papiers au tribunal. L'avocat m'a prévenu et je lui ai dit de suspendre la procédure. Nous sommes toujours légalement mariés. Tu as l'obligation d'aider l'entreprise. Ah, bien sûr. Dès qu'il avait réalisé que les prêts bancaires nécessitaient ma signature, il avait tenté de suspendre le divorce. Ça ne marche pas avec moi, Vincent.
Même si les documents ne sont pas encore enregistrés par un juge, ma loyauté envers toi est morte sur le boulevard des Italiens. Je n'ai pas la moindre intention de lever le petit doigt pour ton navire en perdition. Comment peux-tu être si froide? Nous sommes ensemble depuis 18 ans. Nous sommes mari et femme. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai retourné les mots exacts qu'il m'avait jetés la nuit de l'accident. Tu peux réparer ton entreprise toi-même. Tu as un téléphone. J'ai entendu un hoquet étouffé à l'autre bout du fil. Oui, Vincent. Tu as toujours clamé que ton succès était le seul fruit de ton travail et de ton talent, et que je n'étais qu'un parasite. Si c'est vrai, sauve-toi par tes propres moyens. Vincent n'a pas trouvé de réponse. Un silence de mort s'est installé. Et au fait, Vincent, la banque et les fournisseurs ne sont pas tes seules menaces imminentes. J'ai décidé de lâcher la charge suivante. As-tu vérifié le bail commercial des bureaux? Quoi? Qu'en est-il? Le bail principal est au nom de ma société Écran. Comme ton cabinet manquait d'historique de crédit il y a 10 ans, je l'ai personnellement garanti et je l'ai sous-loué à l'entreprise. Vincent a arrêté de respirer. J'ai contacté le syndic de copropriété ce matin pour résilier le bail. Tu as jusqu'à la fin du mois prochain pour libérer les lieux. Non seulement il n'avait plus d'argent, mais il n'avait plus de bureau. Le temps qu'il passait assis dans son luxueux fauteuil de direction en cuir s'envolait. C'est un mensonge. Si tu ne me crois pas, appelle le propriétaire et demande-lui. Attends, Sandrine, je t'en supplie. J'ai été stupide. Je te demanderai pardon aussi longtemps qu'il le faudra. La voix de Vincent tremblait, au bord des larmes, mais mon cœur n'a pas fléchi. Désolé. Les infirmières doivent prendre mes constantes. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché sèchement et j'ai posé le téléphone face contre table. Je lui inoculais sa destruction à microdose. Je ne lui retirerai pas tout d'un coup. J'éroderai ses fondations pièce par pièce jusqu'à ce que l'effondrement soit absolu. Demain, la tempête au bureau allait s'intensifier. Lorsque les employés réaliseraient que les salaires n'étaient pas versés, la mutinerie commencerait. Le lendemain matin, le ciel de Paris était d'un bleu limpide, mais en moi, la glace demeurait. À 9 heures précises, au début de la journée de travail, mon téléphone a sonné. Sandrine, a dit Damien, tout le personnel encercle actuellement le bureau de direction. À travers le micro du téléphone, j'entendais un brouhaha de voix en colère. Aujourd'hui était le jour de paix. Habituellement, les virements étaient effectifs dès 6 heures du matin. Aujourd'hui, rien n'était arrivé. Les comptes de fonctionnement du cabinet étaient entièrement gelés par la banque. La voix de Damien était calme, mais le chaos était monumental. Quelle excuse Vincent est-il en train d'inventer? Il prétend qu'il s'agit d'un bug du logiciel de paie et que tout sera réglé demain. Vincent mentait pour gagner du temps, mais les employés n'étaient pas stupides. Tout le monde savait que les contrats avaient été annulés. L'atmosphère toxique couvait depuis des jours. Soudain, un cri retentissant a fait écho en arrière-plan. C'était Vincent qui perdait son sang-froid face à ses propres salariés. Vous ne me faites pas confiance? Vous aurez votre argent demain. Quiconque a un problème avec ma direction peut faire ses bagages et quitter mon entreprise immédiatement. Vincent venait de prononcer la phrase qu'un PDG en crise ne doit jamais prononcer. Si c'est la directive du PDG, je démissionne, a lancé la voix ferme et claire de Damien, dominant la foule. Il n'y a pas d'avenir ici. Je refuse de travailler pour un patron qui nous ment. Un chœur de voix s'est immédiatement joint à lui, je pars aussi. Moi aussi. J'en ai fini avec cet endroit. Attendez-vous à recevoir ma lettre de démission officielle par recommandé. Le bruit de dizaines de pas se détournant et quittant les bureaux de la direction a rempli l'enregistrement. Vincent a paniqué. Attendez, réfléchissez, Damien. Est-ce que tu me trahis vraiment? Chloé, dis quelque chose. Arrête-les. La voix de Vincent a atteint un ton aigu et hystérique, mais Chloé n'a pas prononcé un mot. L'avenir du cabinet lui importait peu. Comme tu peux l'entendre, Sandrine, voilà la situation, a dit Damien, après s'être éloigné de la foule. Tous les collaborateurs clés,
Tous les développeurs seniors et tous les directeurs de projet viennent de faire leur carton et de partir. Les seules personnes qui restent dans les locaux sont Vincent et Chloé. Merci, Damien. Dis bonjour à l'équipe de ma part. J'ai poussé un long soupir. La capacité opérationnelle du cabinet de Vincent était officiellement tombée à zéro. Plus d'argent, plus de locaux, plus de talent, une simple coquille vide. Mais Sandrine, il y a une chose qui m'inquiète. Le ton de Damien est devenu sérieux. Avant de partir, j'ai vu une carte de visite sur son bureau. Elle appartenait à un usurier privé, un spécialiste des prêts à taux usuraires. Vincent a toujours été une proie facile pour ses prêteurs prédateurs. Tu l'en avais toujours protégé par le passé. Il était au téléphone avec ce type ce matin, disant qu'il avait désespérément besoin de 400 000 € de capital de secours et qu'il accepterait toutes les conditions. J'ai froncé les sourcils. Vincent n'essayait pas de sauver l'entreprise, il cherchait à colmater une brèche béante avec de l'argent toxique. Il a dit au prêteur qu'il avait une excellente garantie. Il a dit qu'il allait mettre en gage la propriété du lac d'Annecy qui est au nom de sa femme. J'ai serré mon téléphone. Il croyait toujours que mes biens lui appartenaient. Comme le divorce n'était pas finalisé, il s'imaginait pouvoir utiliser ce qui m'appartenait pour obtenir des liquidités. Damien, envoie-moi par message le nom du prêteur et de la société. Je te l'envoie tout de suite. J'ai raccroché et j'ai réfléchi. Le rat n'abandonnait pas. Pour sauver sa propre peau, il était prêt à me jeter au loup et à m'accabler d'une dette digne de la pègre. C'était exactement le genre de lâche qu'il était. En fin d'après-midi, la porte s'est ouverte lentement. Je pensais que c'était l'infirmière, mais je me trompais. C'était Chloé. Elle serrait un sac Hermès contre sa poitrine, le visage pâle de panique. Son sourire arrogant avait totalement disparu. « Bonjour, madame » a-t-elle bafouillé, se tenant près du pied de mon lit. « Que veux-tu ? Est-il vrai que l'entreprise dépose le bilan ? » Je l'ai regardée en silence. La réalité avait enfin percé sa bulle. Aucun de nous n'a été payé. Tout le personnel a démissionné. Monsieur Vincent n'arrête pas de dire que tout va bien et qu'un virement important arrive, mais il a l'air désaxé. Elle ne s'intéressait qu'à sa carte de crédit. À présent que le riche et généreux protecteur avait perdu son masque, elle était terrifiée. Ce qui lui arrive ne me regarde pas, ai-je dit froidement. Mais tu devrais te méfier. Il pourrait bien faire de toi la co-signataire des emprunts douteux qu'il essaie de contracter. Le visage de Chloé est devenu d'une pâleur effrayante. Moi ? Co-signataire ? Après tout, tu es la femme qui le soutient contre vent et marée maintenant, n'est-ce pas ? Si tu l'aimes vraiment, tu devrais être prête à assumer ses charges financières. J'ai accentué le ton de mon ironie. Pas question. Je ne sais rien de tout cela. J'étais avec lui uniquement parce qu'il m'achetait de belles choses et m'emmenait dans des clubs privés. Chloé a plaqué une main sur sa bouche d'horreur, a tourné les talons et s'est littéralement enfuie de la chambre d'hôpital. J'écoutais le claquement précipité de ses talons dans le couloir. La jeune maîtresse pour laquelle Vincent était prêt à détruire son mariage, son amour s'était évaporé à la seconde même où la source d'argent s'était tarie. J'ai baissé les yeux sur les nouveaux documents posés sur mon plateau. Mon avocat les avait déposés quelques heures plus tôt. C'étaient des injonctions légales et des transferts de fiducie, bloquant efficacement toute tentative de Vincent d'utiliser mes actifs comme garantie pour ses emprunts usuraires. Vincent pensait pouvoir contourner l'effondrement, emprunter de l'argent sale, me laisser la dette et s'enfuir. Mais au moment même où il tendrait la main vers la bouée de sauvetage, j'allais couper la corde. Demain, il heurterait de plein fouet un mur de béton infranchissable. Le lendemain, en début d'après-midi, de lourds nuages annonçaient un orage. J'ai reçu un message de Damien, qui observait la situation depuis un café en face des bureaux. Vincent a rencontré l'usurier dans une brasserie du quartier. En sueur dans sa chemise, Vincent lui a tendu une liasse de documents. Voici les titres de propriété des biens de ma femme au lac d'Annecy et une procuration générale qu'elle a signée il y a des années. J'ai besoin de 400 000 € de liquidité aujourd'hui. Mais le prêteur a effectué une vérification rapide sur sa tablette, a ri au nez de Vincent et lui a rejeté les papiers.
Monsieur Vincent, je ne peux pas vous prêter un centime là-dessus. Votre femme a légalement révoqué cette procuration devant notaire il y a 3 jours, et les propriétés ont été transférées dans une fiducie irrévocable. Sans sa signature physique et sa pièce d'identité, ce document ne vaut rien. Vincent semblait livide. À 15 heures, la porte de ma chambre s'est ouverte. C'était Vincent. Cette fois, Chloé n'était pas avec lui. Il était seul, le visage marqué par l'épuisement. Son costume sur mesure était froissé, ses cheveux ébouriffés. L'aura du PDG confiant s'était totalement éteinte. Il s'est approché du lit et a forcé un sourire faussement chaleureux. « Sandrine, comment vas-tu ? La douleur est-elle intense ? » C'était la première fois en 18 ans qu'il s'enquérait réellement de ma santé physique. Le fait que l'homme qui m'avait abandonné à mon sort sur la chaussée feigne à présent de la compassion me soulevait le cœur. Je l'ai toisé avec un regard de glace. « Pourquoi es-tu là ? » « Eh bien, je voulais simplement voir ma femme, » a-t-il menti sans vergogne, en sortant un document de sa serviette en cuir. « Écoute, j'ai élaboré une stratégie brillante pour sauver le cabinet. Un investisseur providentiel est prêt à injecter 400 000 € sur nos comptes, mais en raison de formalités administratives fastidieuses, ils ont besoin de la signature du conjoint. Il tentait de faire passer un prêt d'usurier pour un investissement de démarrage. Il présentait cela comme une simple signature administrative de routine. Pourrais-tu simplement signer ici et me confier ta carte d'identité ? Si tu fais cela, le cabinet va rebondir. Nous pourrons repartir à zéro, comme au bon vieux temps. Vincent a tendu la main pour prendre la mienne, mais je l'ai retirée brusquement. Vincent, penses-tu réellement que je sois stupide ? De quoi parles-tu ? Son faux sourire a disparu. Ces papiers visent à obtenir des fonds auprès d'un usurier, n'est-ce pas ? Tu t'apprêtais à hypothéquer mes biens pour 400 000 €. Et lorsque ton entreprise fantôme ferait défaut, tu aurais laissé ces gens s'emparer des terres de ma famille pendant que tu prenais la fuite. Comment ? Comment sais-tu cela ? A bafouillé Vincent, la voix tremblante de panique. Je sais tout de toi. De plus, mes biens sont hors de portée. J'ai sorti le dossier juridique de ma table de chevet. C'était le transfert de fiducie que mon avocat avait finalisé. Ces biens immobiliers sont désormais verrouillés dans une fiducie irrévocable gérée par mon mandataire légal. Tu ne peux pas y toucher. Même moi, je ne peux pas les liquider sans l'accord du conseil d'administration. Vincent a contemplé le sceau notarié avec incrédulité. C'est impossible. Tu ne peux pas faire ça sans mon accord, a-t-il hurlé. Mais en apercevant les tampons officiels, son visage a pris la couleur de la cendre. Sans garantie, il n'avait plus aucune ressource. Ni avec la Banque de l'Alliance, ni avec les usuriers. Les jambes de Vincent ont fléchi. Il s'est effondré sur le sol de l'hôpital, s'est pris la tête à 2 mains et s'est mis à pleurer à chaudes larmes comme un enfant, tachant son pantalon de costume de luxe. Il a posé son front contre le sol. « Aide-moi, Sandrine. Je t'en supplie. Sauve-moi. C'était ma faute. J'oublierai Chloé à jamais. S'il te plaît, règle cette situation comme tu le fais toujours. » Il s'est traîné sur les genoux, s'agrippant à la barrière métallique de mon lit. Je ne ressentais absolument rien. C'est toi qui as rejeté la personne qui s'est sacrifiée pour toi. Tu m'as dit que puisque tu avais réussi, je n'étais qu'un boulet dans ta vie. Alors, assume tes responsabilités seul jusqu'au bout. Devant ma réponse glaciale, Vincent a éclaté en sanglots bruyants. C'est alors que son téléphone s'est mis à sonner dans sa poche. Il s'est empressé de le sortir d'un geste désespéré et a décroché en activant le haut-parleur. « Chloé, aide-moi. Viens à l'hôpital tout de suite. Es-tu à l'appartement ? » La voix lointaine de Chloé a résonné. « Quoi, Vincent ? Je ne peux plus continuer comme ça. Un PDG sans argent n'est qu'un vieux monsieur pathétique. Je fais mes bagages, je prends le Range Rover et je vais revendre le bracelet Cartier que tu m'as acheté. Attends, arrête. Tu es la seule chose qu'il me reste. Adieu. Ne me recontactez plus jamais. » La ligne s'est coupée sur un bip sec. Vincent est resté figé, le téléphone lui échappant des doigts. L'entreprise,
l'argent, la jeune maîtresse, tout ce qu'il pensait avoir acquis par sa seule grandeur n'était qu'un mirage. Un château de sable qui ne tenait debout que parce que je servais de rempart contre le vent. Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il, murmurait Vincent, sombrant dans le délire. J'ai baissé les yeux sur lui, mais son châtiment n'était pas terminé. La souffrance que je lui avais infligée jusqu'à présent n'était qu'une fraction de celle qu'il m'avait causée. Demain, l'homme que Vincent craignait le plus au monde allait lui porter le coup de grâce. Le lendemain matin, le ciel après l'orage était d'un bleu d'une pureté surréelle. La vue depuis ma fenêtre d'hôpital respirait la paix absolue. Mais dans les bureaux de Vincent, la scène était digne de la fin du monde. À 10 heures, j'ai reçu un message de Damien, qui s'était garé devant l'immeuble. Sandrine, une berline noire vient de s'arrêter devant le parvis. C'est Henri de Castel, le PDG d'Apex Global, le géant des affaires parisiennes, l'homme que Vincent craint le plus et que je respecte le plus. Henri est monté seul par l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. J'ai fermé les yeux, imaginant parfaitement Vincent tremblant, seul dans son immense bureau de direction vide. À cet instant précis, Vincent était prostré sur le sol, derrière son bureau. Les lumières étaient éteintes, le seul bruit audible étant le tic-tac de l'horloge murale. La veille encore, les locaux bourdonnaient d'activité, aujourd'hui, c'était un cimetière. Son bureau était enseveli sous les lettres de mise en demeure des créanciers. Des pas lents et lourds ont résonné dans le couloir. Vincent a sursauté. Étaient-ce les huissiers? Mais lorsqu'il a vu qui poussait la porte en verre, son souffle s'est coupé. Monsieur de Castel. Henri, que faites-vous ici? Vincent s'est levé précipitamment, a trébuché et est tombé. Il s'est presque traîné vers le milliardaire. Monsieur de Castel, je vous en supplie, n'annulez pas le contrat. C'est un malentendu. Mon cabinet est toujours solide. Donnez-moi une dernière chance. Les plaintes pathétiques de Vincent résonnaient dans les bureaux vides, mais Henri de Castel le regardait avec une absence totale d'empathie. Relevez-vous, Vincent. Vous êtes ridicule. Sa voix était basse, grave et chargée d'autorité. Vincent s'est redressé en tremblant et a baissé la tête. Henri a balayé la pièce du regard, des bureaux vides, des dossiers éparpillés et Vincent dans un costume froissé et taché. Je suppose que l'ensemble de votre personnel a démissionné. Non, c'est juste une restructuration temporaire. Cessez de me mentir. Je sais tout. Henri a posé sa lourde sacoche en cuir sur le bureau en acajou. Il a ouvert les fermoirs en laiton d'un clic sec et a sorti un dossier épais. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous tendre une perche, Vincent. Henri a ouvert le dossier. Regardez ceci. Chaque contrat cadre de prestation de services qu'Apex Global a signé avec votre cabinet au cours des 10 dernières années. Chaque plan de réduction des risques. Chaque prévision trimestrielle que vous avez soumise. Vincent a contemplé les documents en tremblant. C'étaient les papiers qu'il avait fièrement signés en tant que PDG, bien qu'il n'en comprît à peine le jargon technique. C'était moi qui les avais rédigés à la perfection. Il s'était contenté d'y apposer sa griffe. Savez-vous à quel point ces documents sont parfaits? La modélisation financière, les matrices de contingence pour qu'un cabinet de votre taille réponde aux normes exigeantes d'Apex Global relèvent du miracle. En entendant cela, Vincent a relevé la tête. Dans son illusion, il a cru recevoir un compliment. Une lueur d'espoir désespéré est apparue dans ses yeux. Oui, j'ai travaillé si dur pour bâtir cela. Vous n'avez pas rédigé un seul mot de ces rapports. L'interruption brutale d'Henri a balayé l'espoir de Vincent. Vincent est devenu livide. Henri a extrait un contrat plus ancien et jauni de l'arrière du dossier. Lisez cette clause attentivement. Vincent a pris le document. Ses yeux se sont écarquillés. C'était une clause qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. Ce contrat est strictement subordonné à l'action de Sandrine en tant que consultante principale dirigeant l'ensemble des livrables. En cas de départ ou de retrait de Sandrine du projet, ce contrat sera immédiatement et automatiquement résilié. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le document a glissé des doigts moites de Vincent. Nous n'avons pas signé avec votre cabinet pour vos présentations ou votre charisme, Vincent, a dit froidement Henri.
Nous avons signé parce que nous avions une confiance aveugle en une professionnelle brillante nommée Sandrine. Nous avons payé votre entreprise pour son exécution sans faille. Vous n'étiez rien d'autre qu'une figure de proue, Vincent. Une simple vitrine. Une simple vitrine. Les mots exacts que Vincent redoutait le plus au fond de lui. Tout son orgueil, bâti sur l'illusion de sa propre grandeur, venait de s'évaporer. C'est faux. J'ai fondé cette entreprise. Sandrine n'est qu'une femme au foyer. Elle est un boulet. Vincent refusait d'accepter la réalité. Il ne pouvait concevoir que son trône de PDG reposât sur une boîte en carton et que celle qui maintenait la boîte debout fût son épouse. Henri a produit d'autres preuves, une pile de courriels imprimés. C'était la correspondance secrète entre les hauts dirigeants d'Apex Global et moi. Les dates montraient que Vincent utilisait sa carte de crédit dans des boîtes de nuit pendant que je passais mes nuits blanches à résoudre des crises et à négocier des délais pour couvrir ses prélèvements personnels injustifiés. Nous savions exactement ce qui se passait, a grondé Henri en se penchant. Et la seule raison pour laquelle nous avons gardé le silence, c'est parce que Sandrine nous l'a explicitement demandé. Elle disait, s'il vous plaît, laissez mon mari en récolter le mérite en public. Elle vous a abandonné toute la gloire, vous maintenant en vie depuis l'ombre. Tout le sang s'est retiré du visage de Vincent. L'épouse qu'il qualifiait de parasite était en réalité son bouclier, absorbant chaque coup porté contre lui. En brisant ce bouclier de ses propres mains, il se retrouvait seul face au danger. Vincent, vous avez fait la plus grave erreur qu'un homme puisse commettre, a dit Henri d'une voix qui n'était plus qu'un murmure. Vous vous preniez pour un dieu et vous avez tranché la main qui vous portait. Vous allez payer le prix de cette arrogance seul. Henri a posé un dernier document sur le bureau, une demande d'indemnisation légale. C'est la pénalité pour rupture de contrat. En raison des états financiers frauduleux que vous nous avez soumis, Apex Global a subi des retards opérationnels. Le montant total de la pénalité s'élève à 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros. Vincent a laissé échapper un soupir étouffé. Si vous ne virez pas l'intégralité de la somme sous 10 jours ouvrés, mes avocats vous poursuivront sans relâche. Le moindre de vos biens personnels sera saisi et liquidé. Vincent a senti ses genoux fléchir à nouveau. Le remboursement immédiat de ses emprunts bancaires, les 400 000 euros réclamés par le fournisseur historique et maintenant une pénalité de 2,5 millions d'euros. C'était une impossibilité mathématique. Même des prêteurs douteux ne lui prêteraient pas une telle somme désormais. Henri, je vous en supplie. Je vous en supplie sur ma vie. S'il vous plaît, ayez pitié. Vincent a frappé son front contre le sol, pleurant de manière hystérique. Un homme mûr, pleurant comme un enfant battu. Le regard d'Henri ne s'est pas radouci d'un pouce. Si vous voulez ma clémence, il n'y a qu'une seule voie. Vincent a relevé la tête. Tout. Je ferai tout ce que vous voudrez. Demain matin, vous irez dans la chambre d'hôpital de Sandrine. Vous vous mettrez à genoux et vous confesserez chaque trahison et chaque faute que vous avez commise. Si elle me regarde dans les yeux et me dit qu'elle vous pardonne, je retirerai la plainte de 2,5 millions d'euros. Vincent a dégluti péniblement. Une semaine plus tôt, il lui avait jeté des papiers de divorce au visage et avait tenté de lui extorquer de l'argent. À présent, sa survie dépendait de sa capacité à ramper devant elle pour obtenir son salut. J'attends une réponse demain matin. Ne me décevez pas. Henri a tourné les talons et est sorti du bureau. Vincent est resté seul dans la pénombre, tremblant, écrasé sous le poids de sa ruine absolue. Le ciel visible depuis mon lit d'hôpital se parait des teintes orangées d'un coucher de soleil parisien. J'ai lu le message que Henri de Castel venait de m'envoyer, l'exécution s'est déroulée exactement comme prévu. Il devrait être en chemin vers vous sous peu. J'ai répondu simplement, merci, Henri. Enfin, demain, Vincent se tiendrait devant moi, dépouillé de son orgueil, rampant à plat ventre. Quel visage afficherait-il? Quel mensonge inventerait-il? J'attendais ce moment avec un calme olympien dans la poitrine. Le véritable châtiment que je lui avais préparé résidait dans les mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Le couloir de l'hôpital était d'un silence de mort. Vincent traînait les pieds, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes.
Il ne ressemblait en rien à un PDG. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Avant de venir, il avait répété son visage de repentir devant le miroir d'un sanitaire public. Il serrait un mouchoir froissé dans son poing. Sandrine est une bonne personne. Si je pleure assez fort, elle me pardonnera. Vincent se raccrochait à cette illusion. Pendant des années, quel que soit le traitement qu'il lui infligeait, elle avait enduré en silence. Il pensait qu'il n'en irait pas autrement cette fois-ci. Il lui suffirait de ravaler sa fierté, de verser quelques larmes, et elle appellerait Henri et la banque pour sauver son empire. Il n'avait pas eu une seule pensée pour sa souffrance physique ou pour la raison pour laquelle elle avait signé les papiers de divorce si facilement. Il s'est arrêté devant ma porte. Sa main tremblait en saisissant la poignée. « Je peux arranger ça », se disait-il. Il a poussé lentement la porte. La pièce était identique. J'étais assise, adossée à mes oreillers, lisant un roman. J'avais l'air en meilleure forme aujourd'hui. Je n'ai pas levé les yeux de mon livre, même si je savais qu'il était là. Sandrine. Vincent a laissé échapper une voix brisée, s'avançant vers le côté du lit et se laissant tomber à genoux avec un bruit lourd. Pardonne-moi. Vraiment. Il a posé ses paumes sur le sol et a courbé la tête. Il a forcé ses épaules à se soulever de manière dramatique, laissant échapper des sanglots fins. J'ai commis une grave erreur. J'ai réalisé que je ne suis rien sans toi. Le cabinet, le personnel. Tout le monde me rejette. Il a déployé tout son arsenal de manipulation, priant pour que je ressente de la pitié. Il croyait aveuglément qu'il restait un reste d'amour pour lui dans mon cœur. J'ai lentement refermé mon livre et je l'ai toisé avec des yeux froids, et j'ai dit un seul mot, « Lève-toi ». Vincent s'est figé. Il pensait que je serais émue, que je lui caresserais les cheveux pour le réconforter. « Je veux que tu me pardonnes. Je ne regarderai plus jamais Chloé, je le jure. Je ferai tout ce qu'il faudra. S'il te plaît, appelle Henri et sauve le cabinet. » Vincent s'est traîné sur le sol, tentant de saisir ma main. Je l'ai retiré prestement. Sa main a saisi le vide et s'est rabattue sur le drap. « Vincent, tu n'as toujours rien compris. » Ma voix était neutre. Ni colère, ni tristesse. Je le regardais comme on regarde un inconnu dans le métro. Ton pardon m'indiffère. Tu m'indiffères totalement. Vincent a relevé la tête, son cerveau peinant à assimiler ces mots. Comment ça, tu t'en fiches? Comment peux-tu ne plus te soucier de notre mariage? Nous sommes mari et femme. J'ai laissé échapper un rire léger et glacial. Il n'y a plus de « nous ». Plus maintenant. Tu veux juste sauver ton cabinet, n'est-ce pas? Tu penses que si je passe un coup de fil, tout s'arrange. Tu te débarrasses de ta maîtresse, tu fais semblant de tenir à moi et tu redeviens un grand PDG. Vincent a retenu son souffle. Elle lisait en lui comme dans un livre ouvert. Exactement. Soyons heureux à nouveau. Bâtissons l'empire ensemble comme nous le faisions auparavant, a-t-il supplié. Il était prêt à proférer n'importe quel mensonge pour sortir de la tombe. J'ai tourné la tête et j'ai planté mon regard dans le sien. Très bien, j'accepte. Je contacterai la banque et Henri pour sauver le cabinet. Vincent a crié victoire intérieurement. J'ai gagné. Elle m'aime encore. Elle est si facile à manipuler. Vraiment, merci, Sandrine. Merci, a-t-il souri, une lueur de joie cupide perçant à travers ses fausses larmes. Il allait redevenir PDG. Mais il y a une condition, ai-je annoncé calmement. Une condition? Oui. Si tu acceptes cette condition, je sauverai le cabinet. Vincent a acquiescé vigoureusement. Il accepterait n'importe quoi sur le papier pour mieux le contester devant les tribunaux plus tard. J'ai désigné la petite table dans le coin de la pièce. Un document unique y reposait, bien différent de ceux que son avocat véreux avait apportés. Signe cela. Vincent s'est précipité et a saisi la feuille de ses mains tremblantes. À mesure que ses yeux parcouraient le texte, la joie dans sa poitrine s'est figée. Ce n'était pas un contrat pour sauver son entreprise. C'était un acte d'exécution conçu pour le dépouiller de ses dernières ressources.
Les clauses étaient impitoyables: démission immédiate de ses fonctions de PDG, transfert à 100% de toutes les parts sociales et capitaux propres à Sandrine, et reconnaissance écrite et juridiquement contraignante de détournement de fonds, le rendant personnellement responsable des sommes dérobées. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une prise de contrôle hostile. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Exactement ce qui est écrit. Tu n'es plus PDG. J'absorbe le cabinet et tu paieras tes dettes personnelles avec ce que tu pourras trouver dans la rue. Le visage de Vincent est devenu rouge de colère. Les larmes de crocodile se sont envolées. C'est mon entreprise. C'est moi qui l'ai fondée. Je ne laisserai jamais une moins que rien comme toi voler mon empire. Il a jeté les papiers au sol. Sa véritable nature venait de refaire surface. Il ne se souciait que de se sauver lui-même. Il n'abandonnerait jamais son argent ni son titre. C'était le vrai Vincent. Si tu refuses de signer, cela me convient parfaitement. Déclare ta faillite personnelle et débrouille-toi pour payer la pénalité de 2,5 millions d'euros d'Henri par tes propres moyens. Vincent a grincé des dents. Si tu passes simplement cet appel, c'est réglé. Si je fais faillite, tu y perds aussi. Les clients seront ruinés si je ne suis plus aux commandes. Il se raccrochait toujours à son propre mythe. À cet instant précis, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. Le seul qui est ruiné, c'est vous. Une voix puissante et autoritaire a rempli la pièce. Vincent s'est retourné comme s'il venait de voir la mort en personne. Henri de Castel se tenait sur le seuil, suivi de près par Damien. Monsieur de Castel. Vincent a reculé jusqu'à ce que ses épaules touchent le mur. Henri l'a ignoré totalement. Il s'est avancé vers mon lit et a salué d'un hochement de tête respectueux. Sandrine, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je vous remercie d'être venu jusqu'ici, Henri, ai-je répondu avec un sourire chaleureux. Vincent assistait à la scène, stupéfait. Le plus grand homme d'affaires parisien saluait une simple femme au foyer. Monsieur de Castel, pourquoi la saluez-vous ainsi? Ce n'est que ma femme. Elle s'est contentée de classer des papiers dans mon dos. Taisez-vous. La réplique d'Henri a coupé court aux paroles de Vincent. Il l'a dévisagé avec un dégoût profond. Vous prétendez que les clients souffriraient de votre absence. Vous vous trompez lourdement. Henri a fait un pas vers lui. Le problème n'a jamais été de vous perdre. Le problème aurait été de perdre Sandrine. Ces mots ont transpercé Vincent. Perdre une professionnelle du calibre de Sandrine aurait été un coup très dur pour la chaîne logistique d'Apex Global, a poursuivi Henri. C'est pourquoi je soutiens le nouveau cabinet de conseil qu'elle lance avec tout le poids de mon groupe. Désormais, chaque contrat d'Apex Global sera géré exclusivement par la nouvelle entreprise de Sandrine. Tout s'est effondré pour Vincent. Elle lance un nouveau cabinet et récupère tous les clients? Mais... Et mon cabinet? Votre cabinet est mort, a tranché Henri. Nous avons déjà recruté l'intégralité de vos meilleurs développeurs et directeurs de projet pour la nouvelle entreprise de Sandrine. Damien a déjà finalisé leur intégration. Vincent s'est à nouveau effondré sur les genoux. Son épouse n'était pas un parasite, c'était une figure respectée par l'élite, et il n'était qu'un pantin dont elle venait de couper les fils. C'est un mensonge. Dites-moi que c'est un mensonge. Vincent se tordait sur le sol, pleurant et hurlant. Sandrine, s'il vous plaît, ne m'abandonne pas. Nous pouvons repartir de zéro. Je lécherai la poussière de tes chaussures s'il le faut. Il s'est agrippé aux barrières de mon lit, le visage couvert de larmes. Il avait abandonné toute dignité. Je me suis redressé légèrement, ma voix n'étant plus qu'un murmure ferme, lorsque j'étais allongé sur la chaussée, perdant mon sang, tu as ri et tu t'es éloigné avec ton assistante de 20 ans. J'ai eu le bassin brisé dans cet accident, Vincent. Mais ma confiance en toi était brisée bien avant cela. La lueur s'est définitivement éteinte dans les yeux de Vincent. Il mesurait enfin la gravité de ses actes. Par pure arrogance, il avait détruit la seule chose qui le maintenait en vie. Vincent est resté prostré sur le sol de l'hôpital, vide et inerte, fixant le vide comme si son âme l'avait quitté. Damien s'est avancé calmement et l'a saisi par le col. Allez, lève-toi. Tu respires l'air de Sandrine.
Vincent a tenté de résister faiblement. Damien, tu me jettes aux ordures toi aussi. Je ne t'ai jamais appartenu. J'ai toujours répondu à Sandrine depuis le premier jour. Pendant que tu jouais au golf et que tu te prenais pour un grand patron, tout le monde au bureau savait qui maintenait l'entreprise en vie. Vincent n'a pas pu prononcer un mot de plus. Chancelant, il a été traîné hors de la chambre d'hôpital. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en l'espace de 20 minutes. Lorsque la porte s'est refermée, la paix est revenue dans la pièce. Je vous présente mes excuses pour vous avoir infligé ce spectacle affligeant, Madame la Présidente, a dit chaleureusement Henri. Non, merci à vous de m'avoir soutenu jusqu'au bout, Henri. Je peux enfin tourner la page. Henri a souri et a sorti un dossier de sa serviette, les statuts de la nouvelle entreprise. Vous pouvez occuper les bureaux vacants de la tour Apex. Votre équipe y installe déjà les serveurs. J'ai pris le stylo. Bien que mon corps me fît souffrir, mon esprit était radieux. J'ai signé mon nom sur la ligne indiquant présidente directrice générale. Dès le lendemain, mon avocat a déposé l'accord de partage des biens et le décret de divorce finalisé auprès du tribunal judiciaire de Paris. Vincent et moi étions désormais de parfaits étrangers, et son calvaire commençait. Les créanciers ont fondu sur ces bureaux vides comme des vautours. Des huissiers de justice, des représentants de la Banque de l'Alliance, les avocats d'Apex Global réclamant leurs 2,5 millions d'euros. Dans ces bureaux sombres et déserts, Vincent se cachait pour éviter les téléphones qui sonnaient, mais il ne pouvait se dissimuler éternellement. Quelques jours plus tard, les liquidateurs judiciaires sont arrivés. Sans la moindre sympathie, ils ont commencé à inventorier et à emporter tout ce qui s'y trouvait, ordinateurs, serveurs, les canapés en cuir et l'immense bureau de direction en acajou dont il était si fier. Le véhicule en location avec option d'achat a été retiré du parking, et un huissier l'a contraint à retirer sa Rolex sur le champ pour la saisir comme actif. Ma garantie ayant été révoquée, la responsabilité limitée a été levée et la dette lui a été réclamée personnellement. Son appartement de luxe du Triangle d'Or a fait l'objet d'une saisie immobilière. Incapable de payer son loyer, il a été expulsé, jeté à la rue avec une simple valise. N'ayant nulle part où aller, il s'est traîné jusqu'à l'immeuble de Chloé. Il a sonné à l'interphone, mais une voix d'homme lui a répondu. Chloé s'était déjà trouvé un nouveau protecteur bien plus fortuné et avait déménagé. Vincent a erré sans but sous la pluie froide. Par pur hasard, en traversant le 8e arrondissement, il a aperçu Chloé sortant d'un restaurant gastronomique. Enveloppée dans un trench coat de marque, elle se tenait au bras d'un homme élégant aux cheveux grisonnants. « Chloé !» a crié Vincent. Elle s'est retournée. En voyant Vincent trempé, débraillé, ressemblant à un sans-abri, son visage s'est tordu de dégoût, comme si elle regardait un déchet. « Qui êtes-vous ? » J'appelle la sécurité. Feignant de ne l'avoir jamais rencontré de sa vie, elle s'est serrée contre l'homme plus âgé et s'est glissée à l'arrière d'une berline de luxe. Vincent n'existait plus pour elle. Il est resté là, grelottant sous l'averse. Il avait moins de 10 € en poche. Lui qui dépensait des milliers d'euros en soirée ne pouvait même plus s'offrir un repas décent. Il a fini par trouver refuge dans une chambre insalubre d'un foyer de banlieue. La lueur de son téléphone fissuré éclairait son visage creusé. Il entendait les cris et le bruit à travers les cloisons minces. Pourquoi cela m'est-il arrivé ? J'étais un grand patron. Il a fait défiler ses contacts. Il avait des centaines de numéros, mais tous l'avaient bloqué. Les rares qui décrochaient ne faisaient que lui réclamer leur argent. Enfin, son pouce a tremblé au-dessus de mon numéro, mais il n'a pas eu le courage d'appeler. Mes dernières paroles résonnaient en boucle dans son esprit dévasté. Pendant ce temps, ma chambre d'hôpital s'était transformée en un véritable centre de commandement. Les médecins m'avaient autorisé à travailler à distance. Damien me rendait visite chaque jour avec son ordinateur portable. Sandrine, voici les projections pour le premier trimestre. Apex Global vient de nous attribuer 3 nouveaux contrats, et chaque fournisseur historique a signé un accord d'exclusivité avec nous. Le visage de Damien rayonnait d'énergie. Il ressemblait à un homme libéré d'un carcan, n'étant plus contraint d'exécuter les décisions absurdes de Vincent. Merci, Damien.
Dis à l'équipe de terminer plus tôt ce soir. Pas d'heures supplémentaires. Mes fractures guérissaient lentement mais sûrement. La douleur aiguë s'était muée en une sourde courbature, et j'avais entamé une rééducation rigoureuse en fauteuil roulant. C'était douloureux, mais la perspective de l'avenir me portait. Le ciel de Paris était vaste et dégagé. Les graines que j'avais semées dans l'ombre pendant 18 ans avaient enfin percé le sol, prêtes à s'épanouir sous le soleil. Je me suis souvenu de l'alliance en diamant que j'avais jetée dans mon sac la nuit de l'accident. J'ai demandé à Damien de s'en débarrasser. Le poids du passé s'était envolé. Vincent passerait le restant de ses jours à se débattre sous le poids d'une dette qu'il avait lui-même creusée, tandis que j'avançais vers l'avenir, entouré de personnes qui reconnaissaient ma juste valeur. Ma vengeance était entière. À l'automne, lorsque les arbres bordant la Seine ont pris des teintes orangées, j'ai enfin pu quitter l'hôpital. J'avais encore besoin d'une canne, mais je pouvais me tenir fermement sur mes deux jambes. Ce soir-là, mon nouveau cabinet organisait sa soirée de lancement. L'événement se déroulait dans les salons du Ritz. Damien, l'ensemble du personnel et des dizaines de clients de premier plan étaient présents. Madame la présidente, toutes mes félicitations, a dit Henri en me tendant un bouquet d'orchidées avec un sourire sincère. Je l'ai remercié du fond du cœur, riant et trinquant avec mon équipe. Au même moment, dans la rue froide devant l'hôtel, un homme marchait péniblement. C'était Vincent. Il venait de terminer une journée éprouvante de 12 heures comme travailleur journalier non déclaré sur un chantier de construction. Il portait des bottes couvertes de boue et une veste usée et sale. Fuyant les huissiers et les créanciers, il vivait au jour le jour dans une misère noire. Il s'est abrité sous le porche de l'hôtel pour échapper au vent. En jetant un regard à travers les grandes baies vitrées, ses yeux se sont écarquillés de stupeur, baigné dans la lumière chaude des lustres en cristal, vêtu d'une robe de soirée élégante, entouré d'une assemblée prestigieuse, je riais. C'était moi, la femme qu'il avait qualifiée de parasite. Vincent a posé inconsciemment sa main sale contre la vitre. Il voulait retourner dans ce monde brillant. Il voulait rire à nouveau sous cette lumière chaleureuse. Poussé par une illusion désespérée, il s'est dirigé vers les porte-tambours en laiton. « Excusez-moi, monsieur. Vous ne pouvez pas entrer ici. » Un agent de sécurité de l'hôtel lui a bloqué le passage. Nous ne laissons pas entrer les personnes sans invitation. Non, attendez. Je suis le mari de cette femme à l'intérieur. J'étais un grand patron, a crié Vincent, mais personne ne l'a cru. Cela ressemblait simplement aux divagations d'un homme à la dérive. Remarquant l'agitation à l'entrée, j'ai lentement tourné la tête. À travers la vitre épaisse, mes yeux ont croisé ceux de Vincent. Ses yeux rouges me fixaient, implorant désespérément de l'aide. En lisant sur ses lèvres, j'ai compris exactement ce qu'il disait. « Sandrine, c'est moi. Aide-moi. » Le Vincent d'autrefois aurait préféré mourir plutôt que de se montrer si diminué. Mais son orgueil avait totalement disparu. J'ai regardé son visage. Je ne ressentais ni colère, ni tristesse, et absolument aucune pitié. Je l'ai regardé comme on regarde une flaque d'eau sale sur le trottoir. Je lui ai adressé un unique et léger hochement de tête. Puis j'ai tourné le dos à la vitre et je suis retourné vers la chaleur et les rires de mes collaborateurs. Je ne me suis plus jamais retourné. Vincent s'est laissé glisser contre la vitre, s'effondrant sur le trottoir. Le vent froid de Paris fouettait son dos. À ce moment-là, la réalité l'a frappé de plein fouet. Ce qu'il avait jeté aux ordures n'était pas une épouse ennuyeuse, il avait jeté son propre avenir brillant. Se traînant sur le trottoir humide, Vincent sombrait à jamais dans un abîme de regrets. Des mois ont passé depuis cette nuit. Notre nouveau cabinet domine le marché. L'intégralité de nos anciens clients nous a rejoints. J'apprécie chaque journée de travail aux côtés de Damien et d'une équipe de professionnels formidables qui partagent ma vision. Mon bassin a complètement guéri et je peux désormais me déplacer sans canne. Par rapport à la nuit où j'étais allongé sur le boulevard des Italiens, mon rétablissement semble tenir du miracle. Nos nouveaux bureaux sont un espace chaleureux et dynamique, constamment animé par les rires et l'entraide. Je sais par expérience que la réussite d'une entreprise ne se bâtit pas sur les sacrifices silencieux et ignorés des autres.
Les véritables réussites reposent sur le respect mutuel et la reconnaissance. Par des bruits de couloir, j'ai appris que Vincent ne peut même pas déclarer sa faillite personnelle en raison de la nature frauduleuse de ses dettes. Il vit de manière marginale, travaillant pour de l'argent liquide, constamment sur ses gardes. 18 ans plus tôt, nous n'avions rien. Mais nous marchions vers le même but. À l'époque, il était maladroit mais attentionné. Il souriait en partageant 7 parts de pizza bon marché. Mais l'argent et le pouvoir l'ont transformé. Il s'est mis à croire que mes sacrifices étaient indus, que sa réussite n'appartenait qu'à lui, et il a tranché son lien le plus précieux. Aujourd'hui, je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Le moindre ressentiment à son égard s'est évaporé. Je préfère vivre en embrassant le présent plutôt que de rester enchaînée aux ombres du passé. À l'image de la petite plante sur mon bureau de direction dont les feuilles s'épanouissent sous la lumière du soleil, j'ai l'intention de continuer à grandir, droite et forte. Je prends une gorgée de mon café et je me tourne à nouveau vers mes écrans. Ma nouvelle vie ne fait que commencer. Les gens ne réalisent souvent la valeur de ce qu'ils possèdent qu'une fois qu'ils l'ont perdu. Mais la plus grande des erreurs reste de rejeter la seule personne prête à se sacrifier pour vous juste avant de tout perdre.